qu'il y ait un président qui décide tout, je pense que les choses c'est davantage de se compliquer. Et c'est cela que je voulais donc, avec mon ami bureau, donc terminer, pour dire que si on doit parler de recommandations, c'est véritablement en termes de la gouvernance, changer la gouvernance, en réformant fondamentalement l'institution de la République. Tout partout en Afrique, on a l'impression que tout part de la présidence de la République. La plupart des élections, qu'elles soient législatives, elles ont tendance à se dérouler normalement. Mais dès qu'il s'agit de l'élection présidentielle, c'est là où toutes les choses se cachent. Donc il faudrait donc renverser la perspective. Essayer, non pas de banaliser la fonction, mais de ne pas lui donner tout ce poids qu'il a actuellement en Afrique. Et qui fait que tout se cristallise au niveau de la présence, au niveau de l'homme. Et comme le disait le président Obama, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Je vous remercie. Merci, docteur Guissé. Je n'ai presque pas de commentaires sur ce que vous venez de dire. Et de la contestation au consensus et bonnes pratiques aux mauvaises pratiques et à l'hyper-présidentialisme. Et comment changer la tendance aujourd'hui pour bâtir les institutions démocratiques pérennes et crédibles en Afrique après 50 ans d'indépendance. Et il n'y a pas de fatalité avec la volonté politique et l'ouverture. C'est possible avec l'engagement d'une société civile responsable, une société civile citoyenne. Et donc, je tiens à remercier M. Alioune Tine, qui est un baobab et des défenseurs des droits humains en Afrique, qui incarne vraiment un symbole. C'est une icône de la lutte, de résistance pour le changement démocratique et la défense des libertés fondamentales en Afrique. Et dans cette même salle, et en 2011, quand nous avons publié l'ouvrage de la RADDHO sur l'introspection, la prospection des 50 ans des États africains, à la sortie de la réunion, il me disait « Bureau, je m'en vais pour une nouvelle lutte ». Parce qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe au Sénégal. Le président Abdoulaye Wade veut se maintenir. Mais on ne va pas lui laisser faire. Il dit, bon, suivez de près, je compte sur vous à Genève. J'ai dit, fais attention à toi. Et les pouvoirs sont méchants. Il dit, non, on va le faire. Et il a tenu bon. Et dès qu'il est rentré au Sénégal, a convoqué au siège de la RADDHO toutes les organisations, les acteurs de la société civile pour créer le M23. Et après avoir vraiment résisté contre Abdoulaye Wade, la manœuvre politique qu'il a mis en place pour se maintenir, M. Alioune Tine a donné l'exemple, parce qu'il est de la société civile, qu'il ne va pas s'éterniser, il ne va pas critiquer les dirigeants, et étant donné que lui-même il est fondateur de la RADDHO et qu'il reste, on a convoqué une assemblée générale, il dit non, je laisse les jeunes évoluer. Il a décidé de lui-même, en âme et conscience, homme responsable, de quitter la RADDHO et de passer la main aux jeunes. Et donc c'est un exemple, et merci de ta présence. Il parlera à Alioune Tine du rôle des ONG dans le processus électoral en Afrique. C'est lui qui a institué à la RADDHO la supervision du processus électoral, la garantie de la transparence. Vous avez la parole, M. Tine, s'il vous plaît. Et il est actuellement, M. Tine, le président de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal. Il vient d'être désigné par le président actuel, et le président Macky Sall, pour diriger cette institution. Merci, Bureau, de ta sympathie.
je voudrais d'abord saluer tout le monde et dire que le rôle de la société civile dans la surveillance et l'observation, la supervision des élections, c'est fondamental. Et même la médiation. Quand nous avons été à la RADDHO, c'est depuis 1993 que nous avons commencé à surveiller les élections. C'est-à-dire tout simplement voir ce qui se passe en amont. C'est important. Avoir des consensus solides en amont sur la liste électorale. S'il n'y a pas de consensus sur la liste par les différents acteurs politiques, nous allons avoir des problèmes. Consensus également sur la légalité des candidatures. Parce que ça, c'est un grand problème. Comme il l'a dit, nous n'avons pas seulement des coups d'État, qui sont des coups d'État militaires, mais nous avons maintenant des coups d'État constitutionnels. Et nous avons également des coups d'État électoraux. Ça veut dire comment vous pouvez tricher pour gagner les élections. Et effectivement, c'est ça qui amène les conflits souvent en Afrique. L'autre problème, c'est, je dirais, la bonne foi. La bonne foi des acteurs politiques est fondamentale. On parle de la Guinée. Il a fallu avoir recours aux dernières élections, tellement il y a la suspicion entre les différents acteurs, avoir recours pour désigner le président de la CENI à un général malien. Je pense que c'est pour la première fois dans les annales de l'histoire politique où la défiance entre les acteurs politiques amène les gens à recourir à quelqu'un d'autre. C'était ça aussi la Guinée, la polarisation, comme il l'a dit, est très forte. Donc, voir si tout est réglé en amont, c'est important. Parce que le problème, c'est la durée du mandat. Chez nous, on a souvent, bien sûr, modifié la durée du mandat. De deux, la limitation du mandat. Et c'est un problème presque partout. Guiro disait tout à l'heure, Guissé, qu'il y avait un certain pays qui avançait. Mais quand on regarde les différentes élections qui se sont passées, à l'exception du Cap-Vert, on a eu des problèmes partout, y compris au Ghana. Où le contentieux, effectivement, on a donné les résultats. Mais la Cour suprême, pendant pratiquement des mois, a délibéré pour pouvoir confirmer les résultats. Et à ce point, les gens ont dit aujourd'hui, il nous faut un deuxième sommet de la boule. Tellement la crise électorale, la crise de la représentation, la crise démocratique est forte chez nous. Et je suis d'accord avec Guissé encore une fois, repenser l'institution présidentielle en Afrique. Parce que les tensions et les conflits sont tels que ça affaiblit tellement les États. Et quand les États sont affaiblis, immédiatement il y a d'autres acteurs qui arrivent. C'est ce qui est arrivé au Mali. Et on assiste à l'effondrement des États. Donc, quand effectivement les institutions sont faibles, comme ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui, donc aujourd'hui, on n'a jamais été dans une situation aussi difficile, de mon point de vue, pour les États africains. Sans compter tout ce qui se passe en Libye et la bande du Sahel, ce qui se passe en Irak, on ne sait pas comment ça va se répercuter chez nous. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a un devoir absolu pour les organisations de la société civile de savoir anticiper sur les problèmes. D'autre part, le rôle de la société civile, quand par exemple l'évolution monarchique du pouvoir, c'était le 23 juin, pratiquement un an jour pour jour, nous avons appelé à une manifestation. Comment nous nous sommes organisés? Parce que la situation était mûre au Sénégal. Il fallait tout simplement qu'il y ait des initiatives. C'est là où la RADDHO a pris l'initiative. Dire, écoutez,
convoque les organisations de la société civile, on commence à faire des conférences de presse. Et je vous assure, moi j'avais quitté Genève le 16 juin après avoir présenté l'ouvrage sur les 50 ans d'indépendance. Les gens sont venus, on n'a même pas besoin de nous expliquer. La société civile va ensuite voir les partis politiques pour leur dire, écoutez, c'est une question aujourd'hui qui touche tous les citoyens du pays. On mobilise le 19 les partis politiques qui étaient contre, y compris, il y avait même des membres du Parti démocratique sénégalais qui nous ont rejoints. Et la manifestation a surpris tout le monde. Je pense que c'est la manifestation la plus massive que le Sénégal ait connue depuis son indépendance. Et le pouvoir a été obligé de retirer le projet de loi. Il me semble que c'est là effectivement le point de départ, je dirais même le compte à rebours. Pour la première fois, Wade a perdu l'initiative politique. Et en réalité, se mettait à parodier le mouvement du 23 juin. Quand on dit on organise le congrès du peuple, c'est vrai qu'il y a les concepts aussi qui sont des concepts extrêmement déstabilisateurs, mais mobilisateurs aussi. On a eu ça. Direction qui a eu les concepts qu'il fallait pour mobiliser les gens. Et c'est incroyable, les Sénégalais, toutes, je dirais, tendances, toutes catégories sociales confondues, étaient là. Vous avez même des directeurs de la fonction publique, vous avez des chefs d'entreprise qui étaient avec nous, mais en même temps, vous aviez les mécaniciens, vous aviez les dames qui vendent le poisson, tout le monde était, le peuple était là. Et je pense que le plus difficile quand nous avons affaire, bien sûr, à des forcings de cette nature, c'est la capacité de mobiliser les gens pour résister. Et cette résistance a duré pratiquement du mois de juin 2011 jusqu'en mars. Comment avoir le souffle? Comment être tout le temps inventif pour tenir le coup dans la durée? C'est ça le plus difficile aussi. Et comment également ne pas céder à la violence? Parce qu'en fait, si vous trichez dans ce moment, vous cassez tout le pays. Et effectivement, en tant qu'organisation de la société civile, vous savez qu'on est dans la société civile. Malgré les tentations et les gens qui vous disent, non, nous sommes de la société civile. Ce qu'il nous faut, c'est arrêter cette candidature et aller aux élections. Mais on avait suffisamment affaibli Wade pour qu'il soit rejeté et que la solution vienne d'élections qui sont des élections transparentes et démocratiques. Là également, notre rôle, c'est comment mobiliser la communauté internationale pour une surveillance absolue de ces élections. Parce qu'en fait, les gens avaient des idées derrière la tête. Donc, on a fait, effectivement, un lobbying au plan international pour dire le danger qu'il y avait au Sénégal. On est venu en Europe, on est allé au Quai d'Orsay, on est allé au département d'État. On a vu les grandes organisations internationales qui sont susceptibles de surveiller les élections. NED, comment dirais-je, le NDI. Et j'ai l'impression, et puis l'Union africaine et la CEDEAO, tous qui venaient nous consulter. Et nous avons demandé à ce que les gens soient représentés au plus haut niveau. Et nous avons eu le département d'État, le sous-secrétaire général aux affaires africaines qui était à Dakar, le président du NED, et puis également un spécialiste chargé justement du recomptage des élections. Parce que l'opposition nous avait dit il faut nous amener quelqu'un comme ça en cas l'Union européenne. Donc, dès que les gens ont commencé, après les élections, à dire que Wade va aller au premier tour, c'était son porte-parole lui-même. De toute façon, Wade passe au premier tour immédiatement. Tous les observateurs internationaux disent qu'il faut laisser les institutions chargées de donner les résultats de le faire. Que ce soit la CENI, la Sénat chez nous, ou le Conseil constitutionnel. Et la pression était telle
que le président Wade était obligé lui-même de faire une conférence de presse pour dire qu'il ne passe pas au premier tour. Et c'est ça qu'il faut faire. Comment organiser une bonne surveillance? Comment mobiliser les populations? Je sais qu'au Burkina Faso, ils ont tenté, c'est très compliqué. Hein? Au Togo aussi, je sais qu'aussi, ils ont tenté, c'est très compliqué. Mais il me semble qu'il faut avoir à la fois une capacité pour mobiliser, maintenir la mobilisation dans la durée, avoir des initiatives pour faire des meetings. Nous, tous les 23 juin, on faisait des meetings, on inventait, et puis on a pu mobiliser les artistes, les jeunes rappeurs qui étaient là et puis qui animaient. Ce qui fait que les meetings, c'était des meetings monstres, qui réunissaient beaucoup de monde, qui mobilisaient beaucoup de monde. Et les jeunes étaient extrêmement déterminés au Sénégal. Donc, je pense qu'il y a des possibilités peut-être de mettre un coup d'arrêt à des formes de coup d'État constitutionnels, à des formes de coup d'État électoraux, par la capacité de mobilisation vraiment des populations par la société civile. Maintenant, en dernière instance, il me semble qu'aujourd'hui, nous avons absolument besoin peut-être d'une conférence sur les démocraties en Afrique. Une conférence internationale sur les démocraties en Afrique. Et je dirais une conférence également sur la sécurité en Afrique. Pour essayer de voir comment évaluer. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation pays par pays après les dernières élections en 2011, tout pousse au pessimisme. Pays par pays. Donc, voilà pour terminer. Je pense que la communauté internationale, la communauté africaine devrait prendre vraiment leur responsabilité pour voir comment évoluer et dans quel contexte on peut aller de l'avant. Parce que la crise de la démocratie, la crise des élections et la crise de la représentation, ces crises-là sont là en même temps, mais maintenant, cumulées à la crise économique et sociale en Afrique, vraiment ça devient une véritable bombe à retardement. Je vous remercie. Merci, M. Alimtine, pour ces remarques pertinentes et aussi suggestions sur une conférence internationale sur la démocratie. Après 50 ans, l'année dernière, nous avons célébré ici les 50 ans de l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a fondé l'OIA, l'Union africaine actuelle. Et donc, face à tout ce que vous venez d'énumérer comme enjeu, il y a nécessité de renforcer la surveillance et aussi redynamiser les acteurs de la société civile pour qu'ils prennent leurs responsabilités dans différents pays. Et aussi l'organisation d'une conférence sur la sécurité. La RADDHO est très engagée sur cette question des droits humains et sécurité en Afrique. C'est un des programmes de la RADDHO. Et maintenant, nous arrivons à la deuxième phase de cette rencontre. Et vous avez la patience les différents intervenants. Maintenant, je me tourne vers vous et je vous prie d'être bref car nous avons 20 minutes d'échange et de vous présenter. J'ai deux questions. Surtout, vous avez cité des exemples. Il y a des bonnes pratiques, il y a des mauvaises pratiques concernant la démocratie en Afrique, la transition démocratique des Afriques. Et alors, surtout les bonnes pratiques comme les pays des élections pour bâtir les institutions et pour aussi la crédibilité et l'efficacité pour l'édification de l'État moderne. Les questions.
concernant M. Massengo, que pensez-vous des élections de l'Algérie qui constituent l'Algérie nous a emporté à cause d'un précédent vieux et handicapé qui n'a même pas le pouvoir et le droit qui n'a même pas le pouvoir de décision, parce qu'on connaît bien que c'est la décision des institutions militaires, premièrement. Deuxième question, quel rôle peut jouer la société civile dans le processus électoral africain lié aux transitions démocratiques, la gestion des affaires publiques, le développement économique et social, surtout qu'on a devant des constitutions révisées qui parlent de l'instauration de rôle actif de la société civile. Comme exemple, je peux citer l'expérience qu'a connue le Maroc, surtout. Une minute. Non, surtout l'expérience qu'a connue le Maroc au niveau de la nouvelle constitution de 2011, aussi la transition démocratique que connaît le pays. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Et monsieur Second, après madame Diaye. Bon, on a donné l'exemple de l'Égypte. L'Égypte, c'est un véritable gâchis. Avoir eu la capacité de mobiliser à la place Tahrir, faire échec à un chef d'État dictateur, pour ensuite lui substituer une autre dictature, ça pose des problèmes. Il me semble que c'est le déficit même de culture politique et de culture démocratique qui a amené ça. Je connais effectivement certains des frères musulmans. Je pense que si c'est à recommencer, ils ne le feront plus. Parce qu'il ne faut pas effectivement profiter de la démocratie pour finalement tuer la démocratie et les libertés fondamentales. Je pense que c'est très important. Donc c'est des élections. Ils sont arrivés par des élections. Il ne faut pas jeter l'escalier par la suite. Et effectivement, ça va être également très difficile de remonter la pente. Parce qu'arriver tout de même à créer un désir très profond par le peuple de nouveau chef d'État militaire en Égypte, c'est ce qui est arrivé. Comme une situation la moins pire. C'est ça. Maintenant, la question du taux d'analphabétisme qui explique aussi ce qui arrive souvent en Afrique, ce que je réponds, c'est qu'il faut faire en sorte de socialiser les droits humains. Si, dans les villages les plus profonds, quand les gens voient leurs droits violés et qu'ils se disent « je vais aller voir telle organisation », il me semble que quelque part, les organisations de la société civile là-bas ont réussi. Je pense qu'à la radio, on a réussi ça. On a réussi à Sinthiou Bamambé, à des milliers de kilomètres, à des centaines de kilomètres de Dakar, dans un village très lointain. Donc, une femme victime de mariage forcé dit « ah, on va aller voir la radio », qu'ils nous saisissent et qu'on agisse. Je me dis, voilà, ça c'est bien. Les médias. Je pense qu'aujourd'hui, les médias ont beaucoup contribué à élever la culture politique dans nos pays. L'usage des langues nationales. Je pense que dans l'éducation aux droits humains, qui est le travail aussi des organisations de la société civile, et puis éducation dans les langues nationales, c'est important. Nous, on le fait, on a travaillé. Ce qui est arrivé le 23 juin, je pense que ce n'était pas par hasard. En 2008, on avait déjà un programme sur la vulgarisation de la Constitution au Sénégal, avec beaucoup de débats, avec les constitutionnalistes, en langue nationale, dans les radios communautaires. Il me semble que s'il y a cette compréhension de la Constitution par le pays, vous n'avez pas beaucoup de difficultés à organiser certaines luttes, à expliquer la nécessité de certaines luttes. Et moi, je pense que
les gens, peut-être qu'ils sont analphabètes, mais ils ne sont pas dépourvus de culture. Et ils ont une culture politique. Ils parlent de politique dans leur langue. Donc je pense qu'il faut, comme j'ai dit, procéder à la socialisation des droits humains, que vraiment les citoyens s'approprient les droits humains. C'est cette appropriation qui peut nous faire avancer, nous faire aller de l'avant. Il me semble que ça également, pour dire à quelqu'un, c'est une des spécificités aussi du Sénégal. Merci, M. Tim. Ouais, Dr. Guissé. non, je veux juste abonder dans le même sens et puis essayer peut-être de répondre à la question de Talha. Bon, c'est vrai qu'Aline l'a répondu, à savoir le défi, comment organiser la société civile dans un contexte de fermeture du autoritarisme. Je crois que l'histoire nous apprend d'ailleurs, l'histoire nous apprend que c'est principalement dans des contextes de fermeture et d'autoritarisme qu'émerge la société civile. Maintenant, la question est comment la structurer. Si vous prenez par exemple les peuples arabes, qui aurait dû imaginer effectivement que dans des pays hyper policiers comme la Tunisie, il y aurait des manifestations. C'est effectivement dans des contextes de fermeture qu'émerge effectivement la société civile. Maintenant, la question est de savoir comment la structurer, comment l'organiser. Mais c'est plus effectivement la question de comment l'organiser et non pas la question de comment réagir dans un contexte effectivement de fermeture. C'est parce qu'il y a fermeture, c'est parce qu'il y a absence, c'est parce qu'il y a autoritarisme effectivement que les résistances naissent. Maintenant, comment les organiser? C'est une question effectivement d'alliance et de travail à réseau. C'est extrêmement important de travail à réseau. On est dans un monde extrêmement virtuel. Ce qui se passe au fond du Tchad ou au fond du Cameroun, celui-là qui est donc avant et au courant. Donc c'est une question de comment s'organiser en réseau, mais aussi ce qu'Aline a dit, une question de comment socialiser cette question-là, comment faire que les droits humains soient quelque chose de vulgarisé, de vulgaire pour que chacun essaie de s'en approprier. Voilà, ce que je me semble important, c'est effectivement dans le contexte de fermeture qu'on naisse les résistances et la question de savoir comment les organiser. Je pense à cette question de travail en réseau. Voilà, donc pour terminer, aussi pour répondre, ce n'est pas une question, c'est normal à celui qui vient de parler à côté de lui. C'est vrai que notre défi, c'est une question de comment renforcer les institutions judiciaires africaines. Comment faire en sorte que les institutions africaines, que les présidents africains, une fois qu'ils aient quitté le pouvoir, qu'ils n'atterrissent pas à la CPI, mais qu'il y ait des institutions fortes en Afrique capables de juger. Ça aussi, c'est notre question. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Guissé, de souligner, mettre le doigt sur la question de l'impunité et le renforcement des pouvoirs judiciaires en Afrique. Monsieur Baldé, peut-être 2 minutes. Il y a d'autres qui attendent dehors, ils ont une autre réunion. On peut continuer la discussion après. Non, Monsieur Baldé. Juste rapidement pour faire écho un peu à l'observation de monsieur qui est au fond, qui parle de calage démocratie et de mécanismes occultes de conservation des pouvoirs en Afrique. Je crois que c'est quelque chose qui est effectivement réel et qui mérite l'attention de la société civile. Mais il n'y a pas que des mécanismes occultes. Il y a parfois des mécanismes qui sont très ouverts. Quand on voit la situation aujourd'hui au Sud-Soudan et l'intervention du gouvernement ougandais dans le conflit sud-soudanais, c'est une intervention qui est essentiellement motivée par des raisons économiques, l'Ouganda étant le grenier qui nourrit actuellement le Sud-Soudan. Donc il n'y a pas que des mécanismes occultes, il y a aussi parfois des mécanismes qui sont ouverts. Et en tout cas, c'est une question qui mérite l'attention de la société civile. Merci. Merci beaucoup de votre présence et applaudissez pour l'interprète qui a bien voulu aider à ce travail. Et cette rencontre sera sanctionnée par un communiqué que vous allez recevoir avant la fin de cette session. Merci encore de votre présence et bon après-midi. La séance est levée.